Bonjour, bienvenue à notre émission d'Adovision. Les communications jouent un rôle très important dans notre vie tous les jours, que ce soit le téléphone, la radio, la télévision et même jusqu'à tout récemment l'Internet. Il est impossible ou presque de s'en passer. Tout circule rapidement, les journalistes s'arrachent les nouvelles et une foule de possibilités s'offre à nous pour pouvoir s'en informer tout en conservant le confort de notre foyer. Donc cette semaine, on vous parle des communications. Tout d'abord, je reçois un artisan de l'information télévisuelle, suivi par l'entrevue d'une brillante journaliste qui provoque bien des débats par ses critiques épicées. Ensuite, Louis-Gabriel Potier va venir nous informer sur un sujet qui soulève beaucoup d'enthousiasme, l'Internet. Et finalement, David Manceau dévoilera son opinion sur ce sujet et partagera avec nous ce qu'il croit être les avantages et les inconvénients de l'Internet. Depuis quelques années déjà, son visage représente pour tous les amateurs de sport, le moment où les nouvelles sportives les plus récentes sont annoncées sur les ondes du réseau RDS. Il a été assez aimable pour venir nous accorder une entrevue sur son métier d'animateur de Sport 30 Mag, un des bulletins d'information sportifs les plus écoutés au Québec. Monsieur Michel Lacroix. Bonjour Michel. Bonjour Geneviève. Depuis combien de temps est-ce que vous animez l'émission Sport 30 Mag? Ah, Sport 30 Mag, c'est une aventure qui dure depuis, en fait, je dirais à peu près 1990, parce qu'au tout début, en 89, quand je suis arrivé là, j'étais pas vraiment lecteur de nouvelles, ce qu'on appelle animateur, un peu ce que vous faites présentement. J'étais plutôt rédacteur, journaliste sur le terrain, rédiger les textes. Et depuis 90, fin 90, j'anime Sport 30 Mag. OK, mais est-ce que ça fait beaucoup plus longtemps que vous êtes dans le domaine de l'information? J'ai commencé, en fait, j'ai commencé à la radio de façon officielle là, en 1984 à Saint-Hyacinthe, CKBS à l'époque. J'ai fait de la radio pendant 5 ans. J'ai parcouru mon expérience. J'ai pris mon expérience surtout entre Saint-Hyacinthe et Sorel, qui était CJSO. CJSO qui existe toujours également dans la région, là-bas, dans le Richelieu. Donc, j'ai eu l'occasion de prendre de l'expérience en radio avant de cheminer vers la télévision en 89. OK. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la télévision sur la radio? C'est pas vraiment la télévision que j'ai choisi, c'est plus le sujet qui était le sport. Parce que moi, issu d'une famille de sportifs, l'objectif en tête m'était fixé vraiment depuis 87 ou à peu près, là. J'aimais les sports et je voulais parler de sport. Je voulais tout le temps traiter de sport avec les gens du milieu. Alors, c'est ça qui m'a amené là. RDS est arrivé en 89 au Québec. Une station câblée, ça a été retardé. Ça devait arriver en 88. Puis finalement, je suivais ça pas mal de près. Puis je m'étais dit en 87, là, je savais qu'RDS s'en était pour exister. Je veux travailler là, c'est mon objectif. J'en ai fait un objectif en 87 et en 89, je mettais les pieds dans la boîte là, pour l'ouverture de la station le 1er septembre 89. OK. Ouais. Est-ce que vous avez un peu votre mot à dire sur le sujet exploité ou sur la façon de le présenter? Bien, il y a toute une équipe de collaborateurs, de gens impliqués dans un bulletin de nouvelles, parce lorsqu'on parle de télévision, on parle d'une grosse équipe. Hein. Ça prend des caméramans un peu comme ici, ça prend des réalisateurs, des producteurs, il y a des gens qui sont affectés à différentes tâches. Nous, en tant qu'animateurs, oui, on a un rôle à jouer. On a un rôle pour essayer d'orienter un petit peu, si vous voulez, le contenu des sujets, le lien, le sujet exact qu'on veut traiter, de quelle façon on veut s'y prendre et à quoi on veut en venir en le présentant de cette façon-là. Alors évidemment, on n'est pas seul, mais on partage nos idées ensemble en groupe et en bout de ligne, on décide et on dit oui, on s'en va dans cette direction-là et ça convient. OK. RDS, c'est une station de télévision spécialisée sur les sports. Oui. C'est quoi les plus grandes différences là, entre une grosse station générale comme TVA ou la SRC? C'est une station câblée, hein, c'est certain que ça n'a pas la même ampleur. Notre clientèle est quand même ciblée en ce sens, ce sont les gens qui ont accès au câble. De plus en plus, les gens aujourd'hui sont câblés partout à travers le Québec et même à l'extérieur du Québec, Ontario-Maritime. On a des gens des Maritimes qui nous regardent régulièrement, du côté du nord de l'Ontario également. De plus en plus, là, on va étendre nos tentacules, si on veut, pour rejoindre notre clientèle. Alors, c'est certain qu'on n'a pas le même impact, mais quand même, on se rend compte, nous, avec le temps, là, en grandissant, que finalement, là, on rejoint de plus en plus de gens, que oui, c'est vrai, on est écouté, et de plus en plus, on est reconnu comme la station spécialisée en sport au Québec. Vraiment, là, on est en train de faire notre marque dans ce milieu-là. OK. Quel chemin d'études scolaires est-ce que tu as suivi pour te rendre jusque-là? Ça, c'était un petit peu plus particulier. Disons que je n'étais pas vraiment destiné à faire ça. C'est par l'intérêt, c'est un peu. Puis ça, je le répète toujours, puis c'est avec plaisir que je le répète parce que ça me rappelle des bons souvenirs. La télé communautaire, là, ce que vous faites présentement, c'est comme ça que je me suis intéressé au milieu. Pas vraiment à la télévision, mais au médium, la communication.
Et ça m'a tellement intéressé que j'ai décidé de suivre un cours dans ce domaine-là, un cours intensif qui existe encore aujourd'hui à Montréal avec Pierre Dufault, l'école ProMédia. Et cette école-là m'a permis pendant un court laps de temps de prendre des connaissances. Après ça, j'ai pris ces connaissances-là et j'ai tenté d'améliorer de ce que j'étais, moi, comme lecteur, comme animateur, si vous voulez. J'ai travaillé à la radio, tranquillement. Et j'ai fait 5 ans de radio. Et après ça, le médium de télé est arrivé. Je suis revenu à la télévision après avoir fait de la télé communautaire et de la radio. OK. Peux-tu nous expliquer un peu là, comment ça se passe une journée là, habituelle dans la peau de Michel Lacroix? Non, ça commence le matin tôt. Disons que j'ai l'occasion de faire le tour des journaux le matin, regarder un petit peu ce qui se passe, voir un petit peu ce qui s'est fait la veille. Si on a travaillé la veille, on regarde un petit peu, voir si on n'a pas oublié quelque chose dans nos bulletins de nouvelles. Alors, on jette un coup d'œil sur les journaux. Après ça, on prépare la journée, ce qui s'en vient. Moi, je rentre au travail habituellement vers 2 h l'après-midi, 2 h 30. Il y a déjà une équipe en place le matin pour l'émission de 18 h 30. Moi, je fais une courte intervention dans le 18 h 30 avec Claude Mayotte et je reviens à 22 h 30 également avec des interventions dans le bulletin de 22 h 30 avec Chantal Maccabé. Alors, donc, à 2 h, 2 h 30 au bureau. On quitte en fin de soirée aux environs de minuit, donc minuit moins quart, la journée est terminée. Entre-temps, il y a évidemment une période de rédaction, il y a des périodes de rencontres, des réunions de production qu'on appelle. Il y a des discussions, il y a de la préparation de textes, de contenu. Et il y a le suivi qui se fait quotidiennement en termes d'événements, c'est-à-dire les matchs de hockey, matchs de baseball. On partage le travail et on participe à ce travail-là au cours de la soirée pour arriver au bulletin qu'on voit à 22 h 30 en fin de soirée. OK. Donc, une émission de 30 minutes, ça peut prendre toute la journée à préparer? Oui, nos bulletins, nous, la semaine, sont 1 heure, il faut le dire. Okay, c'est 30 minutes, c'est la fin de semaine. Et même déjà, on parle là, d'agrandir. Oui, les bulletins de fin de semaine pourraient devenir 1 heure également, devenir un Sport 30 mag conventionnel, là, strictement 1 heure, non plus 30 minutes. D'ailleurs, à l'origine, Sport 30, c'était 30 minutes. C'est pour ça qu'on appelle ça maintenant Sport 30 mag. C'est parce qu'on fait 1 heure. C'est une forme de magazine d'entrevue avec des résultats. C'est un mélange des deux un petit peu qui nous permet de refaire un peu le tour de ce qui s'est passé dans la journée, pas en même temps d'amener des commentaires des gens, des invités qu'on a eu au cours de la journée. OK. Vous êtes en ondes à tous les jours, donc Oui. Est-ce que vous avez le temps de faire autre chose dans la vie que faire de la télé? Oui, c'est sûr que ça prend du temps, mais c'est pas tout dans la vie. Disons, écoutez, moi, avec mes parents, mon père et ma mère ont un commerce, entreprise familiale de restauration. Je m'implique un petit peu à ce niveau-là. Je leur donne un coup de main, je m'occupe de la maison. J'ai une petite fille également que je dois m'occuper aussi un petit peu. Alors, tout ça fait partie du quotidien, comme tout le monde fait normalement. Mon vrai travail, évidemment, commence en après-midi, mais j'ai le temps de pratiquer un peu de sport aussi. Je joue au hockey. J'aime jouer au golf l'été, on en profite. La balle molle un petit peu, du tennis, de la course à pied. Faire des activités un petit peu qui font du bien. Oxygéner le système, c'est pas mauvais non plus avant de se retrouver derrière un bureau et de travailler. Est-ce que vous avez déjà été tenté dans le passé ou est-ce que vous aimeriez dans le futur continuer à annoncer la nouvelle, mais dans un autre sujet tout à fait différent que les sports? Je sais pas, je me la posais la question tout récemment, puis je me dis, le fond, c'est la communication, c'est une chose. Moi, j'aime le sport. Vraiment, le sport, c'est ce que j'aime le plus. Maintenant, je dis pas non, je garde les portes ouvertes. On ne sait pas ce qui peut se présenter dans la vie, quelles occasions pourraient nous permettre de faire autre chose. Alors, non, je dis pas non. Je laisse une porte ouverte, mais pour l'instant, je suis heureux dans ce que je fais. Puis j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup. Alors, on verra. OK. En terminant, est-ce que vous pensez que les médias qui sont très présents dans le sport professionnel, ça peut lui nuire un peu? Ça fait référence à quoi, ça? C'est-tu l'histoire du Canadien, Mario Tremblay? Peut-être. Non, ça peut avoir une influence, c'est certain. Il ne faut pas se le cacher. Au Québec, le hockey, entre autres, c'est une grosse affaire. Les médias ont gros à jouer, ont un impact incroyable auprès des gens. Puis moi, je m'en rends compte depuis que je fais ce métier-là, c'est que les gens nous contactent, nous jasent beaucoup là-dessus. Tous les jours, je rencontre les gens, les clients commerce. On me parle, qui va être le prochain entraîneur du Canadien? On parle du baseball, des expos, du football. Alors, tout ça fait en sorte que, oui, c'est vrai, on a une influence, puis il faut le savoir, ça. Puis il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit, puis il faut faire attention aussi. Moi, en tant que lecteur de nouvelles, j'apporte les nouvelles, mais je n'ai pas un rôle d'éditorialiste ou de commentateur, si on veut. Alors, je m'en tiens à lire les nouvelles, j'en jase un petit peu pour le fun comme tout le monde, puis ça reste là. OK. La célèbre Nathalie Petrovski a décidé de nous informer un peu plus sur son métier, le journaliste écrit, souvent stéréotypé ou même ignoré du grand public. C'est Marie-Noëlle Godin qui a réalisé cette entrevue pour découvrir la femme qui se cache derrière son journal. Je vois dans vos yeux que vous avez vraiment l'air d'apprécier votre métier, mais
On va en parler justement du métier. Est-ce que c'est difficile parfois de faire des critiques? Je parle, disons, du bye-bye. Le 2 janvier ou aux alentours, tout le monde se rue sur le journal pour savoir qu'est-ce que Mme Petrovski va dire du bye-bye. Est-ce que c'est dur quand on a de la pression comme ça? Est-ce que c'est dur? D'abord, ça fait 21 ans que ça dure, la pression. Et comme j'ai longtemps été une critique assez dure, je suis habituée à cette pression-là. En plus de ça, le 2 janvier, c'était ma fête. Fait que je trouvais que pour ma fête, j'aurais aimé ça me reposer. Mais en tous les cas, ce qui est dur, oui, il reste, malgré toutes ces années-là, il y a une pression. Et en plus, bon, il y a toute une espèce de truc qui entoure le bye-bye. Et je n'avais pas envie. C'est une émission que j'ai pas aimée, moi, cette année. L'année dernière, je l'avais défendue. Et en même temps, j'entendais tout le monde gueuler puis dire « Ah, c'est épouvantable ». Et je n'avais vraiment pas envie de tomber là-dedans. En même temps, je pouvais pas non plus mentir et dire « Bon, j'ai trouvé ça formidable ». C'était pas vrai. Mais je voulais pas, là, descendre bêtement, gratuitement et méchamment. Et donc, je voulais faire une espèce de papier qui, finalement, est assez, bon, modéré. C'est pas mon meilleur papier. Et donc, chaque papier, en quelque sorte, il y a toujours, parce qu'on sait qu'il y a une attente, on sait qu'on va être lu, alors on espère être lu en plus, donc c'est clair qu'il y a toujours cette pression-là, elle est là constamment. Est-ce que vous avez des sujets préférés pour faire vos chroniques? Des sujets politiques ou... Oui, il y a des sujets qui me tiennent plus à cœur. Des sujets sociaux. J'aime bien faire des faits divers. Des fois, bon, quand ça concerne des mères, quand ça concerne des enfants, des trucs comme ça, des femmes, ça me touche plus. J'aime aussi des fois me foutre de la gueule des politiciens parce que, bon, je connais pas du tout la politique, mais bon, j'aime beaucoup en rire. Mais il reste qu'une chronique, j'en fais 3 par semaine. En ce moment, là, je suis en vacances, je fais la chronique télévision. Pour moi, c'est des vacances. Ça demande énormément, c'est qu'il faut trouver un sujet et le trouver, il faut après ça avoir un angle, savoir ce qu'on veut dire. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de pression. Ça a l'air de rien, les gens ont l'impression des fois qu'on écrit ça sur le coin de la table, c'est pas vrai, on écrit ça jamais. Des fois, ça a l'air écrit sur le coin de la table, c'est juste parce que, bon, on a mal fait sa job en quelque part, mais c'est pas parce qu'on n'a pas pris du temps, c'est parce qu'on cernait mal le sujet, on avait, bon, de toutes sortes de problèmes. Mais alors, c'est une sorte de pression constante et c'est jamais facile. C'est pour ça que c'est rare que je dis « Oh, youpi, aujourd'hui, je vais écrire là-dessus. » En général, c'est bon. Là, essayons de trouver quelque chose d'intelligent à dire, mais c'est pas youpi. C'est un travail, là, puis il faut s'atteler, puis il faut le faire. Les pannes d'inspiration, est-ce que ça existe? C'est pas des pannes d'inspiration, on est constamment, quand on est dans une chronique comme celle que je fais en A5, on est constamment, on fait pas partie d'aucun réseau, il y a personne qui nous appelle pour nous dire il y a une conférence de presse, on couvre pas les conférences de presse, on couvre pas l'actualité en tant que telle. Donc, tout ce qu'on a, il faut qu'on aille le chercher nous autres mêmes, et c'est pas toujours évident. Et tu viens de finir une chronique, tu sais que dans 2 jours, tu en as une autre, puis t'as pas de sujet, puis tu sais pas trop où aller, puis t'es pas inspiré. Alors, c'est constamment, et c'est pour ça que j'ai pris une espèce, pour moi, je dis que faire la télévision, c'est des vacances, parce que là, il y a un réseau, là, le monde t'appelle, ils veulent que tu parles, tu peux choisir. Mais quand tu fais une chronique, tu es vraiment laissé tout seul dans la nature et dans la ville, et il faut que tu trouves tes sujets. Et des fois, il y a des moments où là, les sujets arrivent, ça déboule, puis d'autres moments où c'est pas des pannes sèches, mais c'est des espèces de pannes d'essence, peut-être, là. C'est comme, tu sais pas trop où te garrocher. Quels sont vos projets futurs, soit sur le plan carrière ou personnel? Bon, je suis à la presse depuis 4 ans et demi. J'espère rester ici longtemps. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais j'ai toujours eu, bon, tout au long de ma carrière dans le journalisme, j'ai toujours eu des espèces de projets. Alors là, en ce moment, je suis en train de scénariser Maman Last Call. Et je pense, enfin j'espère, si tout va bien, que ça va faire un film. Donc, je vais quand même suivre ce projet-là. J'écris le scénario. Je vais encore devoir le réécrire une couple de fois. Puis bon, je vais un peu assister à toute cette gestation-là. Et puis, un coup que ça sera fini, je pense que je vais écrire un roman. Mais alors, je sais pas quoi. Mais bon, je sens que je vais aller vers ça. Mais j'ai aucune idée de quoi. Nathalie Petrovski, on sait que vous êtes une femme très occupée, mais pendant vos temps libres, est-ce que vous avez des passe-temps? Non, j'ai pas le temps d'avoir des passe-temps. Les passe-temps, ça m'emmerde. Dans mes temps libres, je regarde des films, je regarde des vidéos, je lis des livres et je m'occupe de mon enfant. J'ai pas le temps de faire grand-chose. Et quand je pars en vacances, des fois, pour une courte semaine, je fais rien. C'est bien simple, rien. Et c'est formidable. Et c'est des... Merci, Mme Petrovski. Merci, Marie-Noël.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on y soit branché ou qu'on y soit pas, une chose est sûre, l'Internet ne laisse personne indifférent. Mais si comme moi, vous en connaissez bien peu sur ce sujet, vous serez bien heureux d'apprendre que notre chroniqueur de cette semaine, Louis-Gabriel, va nous en apprendre un petit peu plus. Bonjour Louis-Gabriel. Bonjour Geneviève. Te considères-tu comme un expert en la matière? Ah, pas comme un expert en la matière, mais je m'y connais en Internet. Je m'y connais assez bien. Je connais pas tout, mais bon, je me débrouille assez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler de mettre sa propre page web sur Internet. Parce qu'on sait qu'Internet, c'est infini. Il y a beaucoup de pages commerciales et beaucoup de choses comme ça. Eh bien, on peut aussi mettre sa propre page sur Internet. Alors, de quoi on va parler dans sa page Internet? On peut parler tout simplement de nous-mêmes, de qui on est, de notre vie. Il y a des gens aussi qui en profitent pour présenter leur CV. On peut aussi parler de ce qu'on aime dans la vie, soit les films, la musique, les livres ou encore le sport. C'est ça. Donc, si vous êtes abonné à Internet, il est fort probable que votre serveur vous fournisse gratuitement un petit espace sur Internet. Mais par contre, ça va être vraiment un petit espace, juste pour loger un peu une petite page. Si vous voulez plus d'espace, il va falloir payer. Mais c'est pas vraiment cher. Je pense que ça dépassera pas vraiment 5 $ par mois à peu près. Et si votre serveur ne fournit pas, bien, il y a des sites web sur Internet qui peuvent vous offrir de loger votre page sur Internet. J'en connais un en particulier, c'est le site de GeoCities. C'est le www.geocities.com. Et ce site-là, il regroupe des milliers de résidents, si tu veux. D'accord. C'est-tu compliqué bâtir sur une page web? Bâtir une page web, c'est beaucoup plus compliqué que ça a l'air. En fait, ça ne fonctionne pas comme un logiciel en style WordPerfect. Il y a des codes spéciaux. Donc, c'est des codes HTML. C'est des codes assez complexes. Par exemple, si on veut insérer une image, c'est pas juste insérer image et on choisit l'image qu'on veut. Il faut carrément écrire un code qui va nous référer à l'image qu'on veut insérer. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Mais ça, il n'y a pas de problème. Il y a des livres de référence qui se vendent. Donc ça, tu t'en procures un et tu travailles avec ça. Puis tu vas t'habituer rapidement. Donc une fois habitué, tu vas voir, on peut facilement mettre notre page sur Internet. Il y a aussi, pour ceux qui sont un peu plus paresseux, des logiciels pour la mise en page du site web. Donc si on prend un logiciel, tout simplement, ça fonctionne plus comme le logiciel de WordPerfect, c'est-à-dire on insère l'image tout simplement. Et on fait enregistrer, c'est beaucoup plus simple. Par contre, ces logiciels-là, ils vont généralement dans les centaines de dollars. Fait que c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas ça. Je vous conseille aussi de vous informer auprès de votre serveur de la façon dont vous allez mettre votre site sur Internet. Parce que ça non plus, c'est vraiment pas évident. Donc, vous informez auprès de votre serveur, il va tout vous dire comment faire ça. Finalement, un dernier conseil, une fois que votre site va être sur Internet, je vous conseille de l'inscrire à des sites de référence, tels que Yahoo. Je ne sais pas si tu connais ça. Là. Yahoo, c'est un site qui réfère à des millions de sites sur Internet. Donc, si tu inscris ton site là, ça va te permettre de recevoir beaucoup, beaucoup plus de visiteurs que tu l'aurais pensé. Donc, le site de Yahoo, c'est www.yahoo.com. D'accord. Alors, voilà. Toi, Michel, est-ce que tu as déjà joué avec ça, l'Internet? Oui, j'ai joué parce que nous, justement, il y a à peu près un an, là, on a l'occasion de travailler avec Internet au bureau. C'est tout récent, puis c'est drôle. Hein, quand même, on travaille en communication. Puis ce que Louis-Gabriel parlait tantôt, justement, le site Yahoo, la page Yahoo, là, ça nous permet... On a ça, justement, chez nous. Puis c'est le fun, effectivement. On peut référer à un paquet de choses intéressantes. Et entre autres, au niveau sport, là, évidemment, on peut consulter tous les journaux, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Tous les sites, en tout cas, qu'on peut retrouver là, c'est incroyable. C'est très, très pratique. Je pense que tu nous as préparé une petite vidéo concernant ton sujet. Eh oui, j'ai rencontré un expert en la matière. J'ai posé des questions sur Internet, donc on regarde ça tout de suite. Bonjour, je me trouve avec Michel Hébert. Michel Hébert, c'est un enseignant en informatique au Collège Saint-Paul. Bonjour, Michel. Bonjour, Gabriel. Ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va très bien. Alors, comme je disais, tu es enseignant ici en informatique. Et depuis un an, je crois, on a quelque chose de spécial au Collège Saint-Paul. Le collège est abonné à Internet. Alors, toi, peux-tu me donner une définition de ce qu'est Internet? OK. Alors, Internet, la définition qu'on pourrait en faire qui représenterait mieux ce que c'est un réseau d'ordinateurs qui sont tous interconnectés et ces ordinateurs-là se trouvent partout sur la planète. Ces ordinateurs permettent à des utilisateurs d'entrer dans le réseau via le biais d'une ligne téléphonique et tout ce beau monde peut parler, échanger des fichiers ou même se voir via le réseau. Ça, c'est un système très complexe, mais où est-ce que c'est né? Comment c'est sorti sur Internet? OK, alors à l'origine, c'était utilisé par l'armée américaine parce que durant la guerre froide, on avait des craintes à ce que si l'information était concentrée dans une ville précise, si l'ennemi détruisait la ville, à ce moment-là,
tout le pays devenait aveugle sur l'information. Alors à ce moment-là, on a créé un réseau d'ordinateurs. Les ordinateurs étant placés dans plusieurs villes sur le territoire américain, c'était trop étendu, ça devenait impossible à ce moment-là d'être annihilé. OK, ça c'est vraiment vaste ce que tu me dis là. Mais comme je disais tantôt, Internet, on a Internet ici à l'école depuis 1 an. Pourquoi Internet à l'école? En quoi ça va aider les étudiants? Bon, comme on en a parlé un peu, Internet, c'est un réseau qui permet d'échanger de l'information. Alors, on sait que dans une école, ce que les étudiants apprennent à faire, c'est aller chercher de l'information et utiliser cette information pour arriver à créer une formation qui va dans le sens de leurs intérêts. Alors, Internet, ça permet à ce moment-là de remplacer une énorme bibliothèque par un ordinateur. À ce moment-là, aussi, il y a une variété de documents qui sont classifiés par des organismes qui se donnent des noms comme Yahoo, AltaVista ou encore même Excite. Alors, ces compagnies-là, elles, vont placer l'information dans des catégories qui correspondent finalement aux fichiers d'une bibliothèque ou les codes qu'on retrouve en arrière des livres qui regroupent les livres selon des catégories. Internet, comme tu le sais, il y a beaucoup d'options, beaucoup de bébelles, si tu veux, qu'on peut faire sur Internet. Il y a le multimédia qui est très populaire sur Internet. Peux-tu nous en parler un peu? Bon, quand on parle de multimédia, on fait intervenir finalement des images, du son. Alors, les médias qui l'utilisent beaucoup sur Internet, bon, présentement, il y a See You, See Me, qui finalement est un peu l'équivalent d'un vidéophone. Tu as une caméra qui te permet de voir ton interlocuteur et en même temps, tu peux lui parler directement par le biais d'un microphone. On sait aussi que les maisons qui produisent des films vont produire sur Internet des clips où on a accès à des images du film avant même sa sortie. On a la même chose aussi pour les groupes de musique qui se servent d'Internet pour promouvoir leur production musicale. Comme tu le dis, il y a des choses très bien sur Internet, mais je pense qu'il y a aussi des choses assez malhonnêtes sur Internet. Donc, est-ce qu'il y a des lois qui régissent des choses sur Internet? Est-ce qu'il y a une loi qui fait qu'on ne pourra pas faire telle chose ou mettre tel site sur Internet? Bon, finalement, Internet, on va dire que c'est la loi du marché qui décide. Alors, si on veut faire des transactions de caractère financier, bien, à ce moment-là, il faut créer une structure qui va protéger les gens qui vont utiliser ce service. Alors, de plus en plus, on utilise ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça encryption, ce qui veut dire que tout ce que tu envoies par le réseau est codé. Et pour les gens malhonnêtes qui intercepteraient ça, ça devient très, très difficile de s'y retrouver. Si on parle maintenant de sites à caractère pornographique ou encore des sites qui vont promouvoir la violence, bien, moi, je me dis, ça dépend de l'utilisateur. Si l'utilisateur veut visiter ces sites-là, c'est son choix. En fait, Internet, ça présuppose que l'utilisateur s'autodiscipline. Si la personne n'est pas capable de faire ça, bien, à ce moment-là, je crois que ce sera à elle de se retirer du réseau. OK. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Michel. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Lou Gabriel, de nous avoir préparé ce petit reportage-là pour nous éclairer les idées. Ça m'a fait plaisir, Geneviève. Bon, bien, pour compléter cette petite vue d'ensemble de l'Internet, l'éditorialiste David va émettre son opinion sur ce sujet, qui est la cause de bien des débats. Sera-t-il vous convaincre? Il vous reste plus qu'à l'écouter. Il y a plusieurs sortes de médias informatifs dans le monde qui se côtoient. Mais il y en a un encore plus gros qui arrive, l'Internet. Cet immense réseau mondial qui s'est installé progressivement dans nos vies, qui menace d'avaler tous les autres médias. Ce qui m'amène à poser mon opinion, qui est nuancée. Je crois que l'Internet n'avalera pas tous les médias, mais d'un côté, ça se peut bien qu'il les égale un jour. L'Internet, c'est bien, c'est gros, c'est mondial, mais ça a aussi quelques lacunes. Premièrement, ça coûte très cher, et deuxièmement, c'est peu mobile. Premièrement, pour l'aspect financier, Internet, c'est extrêmement cher. Pour pouvoir être branché sur le net en peu de temps, il faut du matériel. Ce matériel, c'est un ordinateur puissant, un bon modem rapide et un programme d'exploration comme le Netscape Navigator. Ce n'est pas tout. Il faut aussi payer tous les frais mensuels de branchement.
Et tout ça, c'est un peu cher pour aller sur un site d'information et lire les dernières nouvelles avant tout le monde, quand on peut s'acheter un journal pour environ 1 $. Voilà une des raisons qui me porte à croire que Internet n'avalera pas tous les médias d'information. Deuxièmement, pour l'aspect mobilité. Le net, c'est peut-être très rapide, mais l'autre lacune, c'est sûrement son manque de mobilité. Pour s'informer avec Internet, il faut être chez soi ou dans un de ces cafés Internet. Puisque pour fonctionner, un ordinateur a besoin de courant. Pourquoi on se casse la tête à trouver un endroit pour aller sur le net pour les informations du matin quand on peut les lire dans les journaux en se rendant à son travail ou encore écouter la radio avec son baladeur? Voilà une autre raison qui me pousse à croire que l'Internet ne remplacera pas tous les médias informatifs. Finalement, côté rapidité, Internet n'a pas son pareil. C'est le média le plus rapide qui soit. On peut aller sur le net en un clin d'œil, on a toutes les informations possibles sur n'importe quel sujet à travers le monde. Les autres médias, eux, en parleront mais plus tard. Donc, on saura tout sur n'importe quoi avant tout le monde, et tout ça grâce au net. Voilà pourquoi je crois qu'Internet pourra égaler un jour les médias informatifs. En conclusion, Internet, c'est mondial. C'est très rapide et c'est aussi un outil qui coûte cher et qui est peu mobile. Voilà autant de raisons qui me portent à croire qu'Internet ne remplacera pas les médias informatifs. Et peut-être qu'avec le temps, il pourra les égaler. Internet, c'est peut-être gros, mais il y a aussi de grosses lacunes. Il y a sûrement un moyen, à l'aube du 21e siècle, de régler tous ces problèmes. C'est un défi à l'échelle mondiale que tout le monde peut essayer de relever. Es-tu d'accord avec ça, toi, Michel, le fait que l'Internet peut égaler les autres médias? C'est intéressant, Geneviève, ce que disait justement David, parce que moi, je suis en train justement d'évaluer la possibilité d'acquérir un système informatique avec le service Internet. C'est vrai que, d'une part, David a raison, parce qu'il dit ça ne pourra pas remplacer totalement les journaux. D'une certaine façon, c'est vrai. Mais c'est un complément. Moi, je pense que vraiment, Internet, c'est un complément, mais c'est un outil de travail aussi essentiel maintenant pour les journalistes, les salles de nouvelles et tout ce qui se passe, évidemment, du côté de l'information. Alors, je pense que oui, Internet a sa place, mais comme complément. OK, merci. Donc, en conclusion, les communications sont indispensables à notre besoin fondamental de connaître et de s'informer. Que ce soit grâce à Michel, par son émission de télé, ou à Mme Petrovski, par son article de journal, ou par les milliers d'internautes qui nous informent ou qui nous divertissent via l'Internet. Les communications sont bien plus présentes que plusieurs le croient. J'aimerais remercier M. Lacroix, David Louis-Gabriel, Marie-Noël, Mme Petrovski et Michel Hébert. Ne manquez surtout pas notre prochaine émission d'Adovision. C'était très bon. Merci beaucoup.